Paris, 1887. La France est profondément divisée. Sa capitale accueillera bientôt l'exposition universelle. 32 millions de visiteurs vont s'y rendre. Un record. L'enjeu est immense dans la bataille culturelle mondiale face à Londres, Chicago ou Berlin. La France n'a pas le choix, elle doit impressionner. Un homme, Gustave Eiffel, a osé proposer l'impensable, une tour de fer, plus haute que n'importe quel bâtiment jamais construit dans le monde. Le projet est si délirant que la moitié de Paris veut l'empêcher d'exister. Les artistes de l'époque qualifient la future tour de monstrueuse. Les politiciens la trouvent trop chère. Les ingénieurs doutent qu'elle tienne debout. Et une partie de l'opinion publique se demande si elle ne va pas rouiller. Et puis, de toute façon, il est prévu qu'elle soit détruite 20 ans après. Alors, à quoi bon? Eiffel s'accroche et l'assure. Elle sera debout dans 2 ans. C'est alors que démarre le plus grand pari d'ingénierie pensé jusqu'ici. Construire une tour de plus de 300 mètres de haut, dans des conditions extrêmes. Uniquement avec des poutres, des rivets et des boulons. Nous avons modélisé l'ensemble de sa structure pour vous dévoiler l'ingéniosité visionnaire de ses concepteurs, les incroyables anecdotes qui ont conduit à la construction, puis à l'improbable survie jusqu'à nos jours du monument le plus visité au monde. « 26 janvier 1887, 765 jours restants. Sur le bord de la Seine, il y a là l'un des pires endroits pour construire une géante de 7300 tonnes. À cause de l'humidité du fleuve, le sol est saturé d'eau, instable comme un marécage. Il est incapable de supporter le poids de la structure. Pour créer des fondations solides côté Seine, les ingénieurs ont recours à une solution audacieuse et inédite par sa taille. Ils posent d'immenses caissons d'acier pressurisés, de la taille de petites maisons sur le sol. Petit à petit, par le rude travail des ouvriers éclairés à la lampe à pétrole, le caisson s'enfonce. L'air y est 3 à 4 fois plus dense qu'à la surface. Respirer demande des efforts. Le corps lutte contre la pression. Et la chaleur atteint rapidement les 40 degrés. À chaque remontée trop rapide, les ouvriers risquent la maladie des caissons. Mal comprise à l'époque, elle cause régulièrement mort et paralysie sur les chantiers. Grâce à M. Eiffel, obsédé par la sécurité, les ouvriers de la tour en seront préservés. Ils seront plus de 300 à se relayer sur le chantier. Après 5 à 7 mètres de profondeur creusée à la pelle, le sol devient enfin plus stable. Les caissons sont alors progressivement remplis de béton, qui chasse l'air comprimé et transforme ces chambres métalliques en blocs massifs. Sur ces blocs est posée la première partie visible de la tour. Ce sont de gigantesques blocs de pierre parfaitement façonnés, destinés à accueillir ses pieds. Commence alors un défi inédit, dont le moindre millimètre d'erreur aurait condamné la structure. Il faut assembler les 4 pieds en les ajustant sans cesse pour qu'ils convergent vers le sommet ensemble. Les pieds, aussi appelés piles par les professionnels, sont éloignés de 125 mètres chacun. Ils ne se rejoignent qu'aux arcs du premier étage, à 57 mètres au-dessus du sol. Leur construction débute par l'installation de semelles métalliques. Elles sont conçues pour accueillir d'immenses poutres en fer, appelées longerons. Ces poutres montent en oblique jusqu'au premier étage et forment la colonne vertébrale de la tour. Les longerons sont ensuite entrelacés de diagonales et de poutres secondaires. Ensemble, ils forment le treillis si caractéristique de la tour Eiffel. Il n'est pas décoratif. Chaque poutre, même mince, joue un rôle précis dans la résistance de la structure. Les diagonales empêchent des forces comme le vent de cisailler la tour. Les poutres secondaires évitent aux longerons de se déformer sous leur propre poids. L'ensemble de ces pièces sont acheminées depuis les ateliers d'Eiffel, au nord de Paris. Elles sont prédécoupées avec précision puis numérotées pour être montées dans l'ordre. Des charrettes sont utilisées pour aller de l'atelier à la Seine. Des péniches sont ensuite chargées pour ne s'arrêter qu'à quelques dizaines de mètres du chantier, au Champ de Mars. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les pieds ne sont pas exactement parallèles et suivent leur propre trajectoire.
C'est une nécessité pour maintenir la tour droite en fonction des éléments, mais aussi un casse-tête pour les ingénieurs. Les ingénieurs sont plus de 50 à suivre le chantier. 10 d'entre eux doivent tous les jours recalculer les angles, à l'aide d'un crayon et de l'ancêtre du laser, le théodolite. Garder une extrême précision est une épreuve majeure. Le fer de la tour vit, on dit qu'elle respire. Lorsqu'il fait froid, il se contracte, et quand la chaleur monte, il se dilate. D'ailleurs, la tour grandit de 15 cm chaque fois que vient l'été. Mais la plus grande inquiétude de l'époque est le vent, dont les effets à haute altitude sont méconnus. Beaucoup pensent qu'au-delà de 100 mètres, aucune structure ne pourrait survivre à une forte rafale. Ce cauchemar physique, Eiffel l'a anticipé. Il impose que la base de la tour soit réglable. Son ingénieur en chef est un génie des mathématiques d'à peine 28 ans. Il met en place une solution audacieuse. Placer sous les piles des vérins hydrauliques capables de soulever des centaines de tonnes. Lorsque les mesures révèlent un décalage, les ouvriers ajustent les vérins placés entre les semelles métalliques et le premier tronçon. Ils sont aidés de pompes manuelles et de manivelles, parfois de petites machines à vapeur. La construction de la base avance par tronçons. Perchés sur les longerons, avec un béret comme simple protection, les ouvriers hissent les poutres à l'aide de treuils à manivelle. Il faut 4 à 6 hommes pour générer l'effort continu suffisant pour lever des poutres allant de 300 à 700 kg. Une fois arrivés à la bonne hauteur, les poutres sont attrapées par 2 monteurs. Un troisième, plus expérimenté, manipule le palan pour amener la poutre exactement à hauteur des trous. Elles y sont maintenues grâce à des broches temporaires. Les broches vont être remplacées par du métal chauffé si fort qu'il en devient rouge. On dit qu'elles vont être rivetées. Le rivetage est une manœuvre difficile à croire de nos jours, tellement elle est spectaculaire et dangereuse. Un ouvrier spécialisé, appelé le chauffeur, est installé en hauteur sur des planches de bois. Il est responsable d'une forge portative où il y place de petites tiges métalliques. Elles sont chauffées jusqu'à 1000 degrés pour les rendre malléables. Un lanceur se saisit alors d'une tige, aussi appelée rivet. Il la jette à l'ouvrier situé plus haut. Le receveur le rattrape dans un entonnoir en tôle pour le placer immédiatement dans le trou à riveter. L'ouvrier riveur écrase alors la tige avec un marteau. Le tout doit être exécuté en moins de 20 secondes, car le rivet refroidit vite. Une fois refroidi, il se contracte et peut résister à lui seul à plus d'1 tonne de force. Ce procédé sera répété plus de 2 millions de fois sur l'ensemble de la tour. Dans tout ça, le plus impressionnant est peut-être l'absence totale de protection. Les ouvriers travaillent comme de véritables funambules, en bottines de cuir à 50, 100 ou 200 mètres de hauteur. Ils avancent sur des poutres larges comme un smartphone, parfois humides et souvent secoués par le vent. Le métal brûlant est réceptionné sans les protections d'aujourd'hui. Il est dit qu'on reconnaît les riveurs à leurs mains brûlées. Les monteurs travaillent simplement accrochés avec un genou sur la poutre. Les lunettes de protection n'existaient pas non plus. Les yeux des ouvriers sont malmenés par les projections et les étincelles du métal chaud. Les photos célèbres montrent même des ouvriers déjeunant sur les poutres ou y fumant leurs pipes. Miracle pour l'époque, le chantier ne comptera qu'un seul mort. Eiffel notait tout. Il imposait une discipline de fer à d'anciens ouvriers très expérimentés, sélectionnés pour leur agilité et sang-froid. Nous l'avons vu, les 4 pieds doivent atteindre les 57 mètres en même temps, pour ensuite se joindre aux arcs. Cela se joue au millimètre. Tout peut encore échouer tant que les 4 piles sont indépendantes. Pour enfin constituer le premier étage, les ingénieurs attendent une journée ensoleillée pour que le métal se dilate. Le 7 décembre 1887 est le bon jour. Ils disposent pas moins de 10 théodolites autour du chantier et visent des repères visuels fixés. Ils guident les ouvriers, ajustant les vérins pour rejoindre les arcs monumentaux. Les derniers rivets sont placés. Les ouvriers achèvent de construire un plancher en bois laissant un grand vide central. Ce grand vide n'est pas là par hasard. La tour Eiffel est une cathédrale de vent qui doit laisser l'air circuler librement pour éviter l'excès de charge. C'est ainsi que 10 mois et 9 jours après le début du chantier, la tour est stabilisée. Dans un peu plus de 450 jours,
Cet étage doit accueillir plusieurs restaurants et des cafés de multiples nationalités. Mais le temps passe vite. Entre 57 et 115 mètres d'altitude, la géométrie change. Les défis sont nombreux et l'intelligence des ingénieurs est mise à l'épreuve. Les piles deviennent trop hautes et trop inclinées pour que les puissants treuils puissent monter les poutres. Pour la première fois dans l'histoire, une grue est accrochée directement sur la structure et est capable de pivoter à 360 degrés. Elle sera montée pièce par pièce. Les ouvriers doivent l'orienter pour récupérer une poutre en contrebas. Elle tourne grâce à 2 longues barres. Chaque barre nécessite 3 à 4 hommes pour la pousser. Il faut ajouter 2 à 3 hommes pour soulever la poutre jusqu'à la hauteur souhaitée. Les grues peuvent élever les pièces à la vitesse de 12 à 15 mètres par minute, dans de bonnes conditions. À une telle hauteur, le vent pose de nombreuses difficultés. Il chahute la poutre et force des arrêts fréquents. Une fois arrivé, il empêche également les monteurs de bien maîtriser leurs gestes. En conséquence, les ouvriers s'équipent de 2 griffes d'assemblage à la ceinture. Le vent emporte également les voix. Les ouvriers ne peuvent plus crier d'en bas et la radio n'existe pas. Les équipes se munissent de cordes pour relier une plateforme au monteur situé plus haut. Chaque tirage ou relâchement correspondait à un ordre. Un tir franc pour lever la pièce, un relâchement pour descendre. 2 ou 3 secousses égale arrêt immédiat. Une autre innovation remarquable voit le jour à cette hauteur. On y installe les premiers rails courbes de l'histoire. Dessus seront montés les premiers ascenseurs américains Otis capables de monter en diagonale, sur plus de 50 mètres de hauteur. Cependant, le vent fait bouger les poutres diagonales de quelques centimètres. Ce n'est pas énorme, mais pour un rail d'ascenseur, ce pourrait être catastrophique. Pour éviter les accidents tragiques, les ingénieurs inventent de petites articulations métalliques capables d'absorber ces variations. Le chantier tourne à plein régime. Contre toute attente, le 12 juin 1888, le chantier atteint les 115 mètres dans les temps. Des poutres longues de parfois 20 mètres sont posées horizontalement. Elles viennent constituer la deuxième grande ceinture. C'est un anneau rigide pour aider les pieds à résister au vent. Une autre plateforme de bois est posée. Dans moins d'1 an, cette plateforme accueillera un restaurant, grand frère du mythique Jules Verne à la vue panoramique. À partir du 2e étage, la tour est de plus en plus fine. Les montants donnent l'impression de rentrer vers l'intérieur. Le poids des étages supérieurs ne suffit plus à maintenir la tour fermement. Elle vibre sous les rafales. Il faut la renforcer. Eiffel densifie alors le treillis en multipliant les diagonales. La texture change pour ressembler à une cage métallique. Plus dense, elle est aussi plus fine, lui donnant cet aspect aérien. À 195 mètres, un étage intermédiaire est construit. Aujourd'hui fermé au public, il sert de palier de transfert entre les ascenseurs. Contraints par les limites techniques de l'époque, les ascenseurs ne sont pas capables d'atteindre directement le sommet. Pour l'atteindre, les visiteurs empruntent 3 ascenseurs et changent 2 fois de cabine, comme on changerait de métro. Les 4 montants convergent vers le sommet, transformant les 4 jambes en mât unique. Le 3e étage est construit à 276 mètres de hauteur. Gustave Eiffel y aménage son bureau. Entièrement entouré d'un balcon en plein air, ce logement mesurait environ 100 mètres carrés. L'appartement d'Eiffel comprenait un salon avec une table, un canapé, un piano et 3 petits bureaux ainsi qu'une cuisine et une salle d'eau avec un lavabo. Sans chambre, ce logement était principalement conçu pour accueillir confortablement des invités de marque. Elle permet aussi à Gustave Eiffel de travailler sur des expériences scientifiques. Il y fait installer de très nombreux instruments de mesure. Elle deviendra un observatoire unique au monde. Au-dessus du 3e étage, un puissant phare est installé. Il est fixe, soutenu par 4 arches métalliques en demi-cercle qui se joignent pour porter la plateforme de la lanterne. En 1900, il sera équipé de 2 faisceaux lumineux opposés. Il y sera ajouté l'iconique rotation donnant un repère visuel à 80 km à la ronde. Par-dessus, une flèche conclut la structure. Elle sert de paratonnerre. Le 31 mars 1889, la tour Eiffel atteint les 300 mètres de hauteur. Le chantier est terminé. L'immense majorité est fascinée. Une part des artistes et intellectuels restent hostiles et attendent avec hâte sa destruction programmée.
Un mois plus tard, c'est le lancement de l'exposition universelle. Elle durera 6 mois. 1,9 million de visiteurs monteront la Tour Eiffel. Dès la première semaine, 30 000 personnes gravissent les 1710 marches d'escalier qui mènent au deuxième étage, à 115 mètres de haut. Les ascenseurs entreront en service les semaines suivantes. En 1903, des antennes sont installées à son sommet. Elle devient une station de télégraphie sans fil très stratégique. En 1909, c'est la date fatidique. La concession donnée à Eiffel prend fin. La tour doit être démontée. Elle est préservée pour ses usages scientifiques et militaires. 5 ans plus tard, la guerre 14-18 fait la preuve de son utilité. Elle sert à intercepter les communications ennemies et à brouiller les signaux allemands. Elle permet notamment de faire arrêter la célèbre espionne allemande Mata Hari en interceptant un message radio. À la fin de la Première Guerre mondiale, c'est finalement le public qui la sauvera, car les visiteurs l'adorent. En 1944, à la fin de l'occupation de Paris par les Allemands, elle est sauvée de la folie d'Adolf Hitler qui ordonne sa destruction. Le général von Choltitz n'exécute pas l'ordre. De nos jours, chaque année, elle reçoit en moyenne 7 millions de visiteurs. C'est le monument le plus visité au monde. Sa construction aura coûté 35 millions d'euros. Elle génère aujourd'hui 120 millions d'euros par an. Elle est repeinte entièrement tous les 7 ans. D'abord rejetée, la tour est devenue, grâce à la persévérance de 350 hommes et d'un entrepreneur génial, le symbole de Paris. Si cette histoire vous a plu, elle est la première de notre série en cours sur les monuments qui ont marqué l'histoire du monde. Abonnez-vous pour ne pas les manquer. À bientôt sur Echo.